Bienvenue sur le podcast Sublime. Viens, on fait du beau. Le podcast destiné à toutes les personnes qui souhaitent élargir leur vision du beau et le replacer au cœur de leur vie. Un échange de regards sur le beau déjà existant et sur celui qui reste à créer. Des conversations, du questionnement, des confidences, des astuces et des histoires de vie pour nous rappeler que le beau est partout et qu'en chacun de nous sommeille un artiste, un créateur qui a en son pouvoir la capacité de tout sublimer. Je suis Angéline, depuis toujours à la recherche et au service du beau. On fait du beau. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Sublime. Viens, on fait du beau. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'artiste Michel Jobard. Bonjour Michel. Bonjour Angéline. À vous qui nous écoutez, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a refait la prise 3 fois. Je me suis dit que j'allais vous le dire, comme ça va nous déstresser un petit peu. Donc j'ai dit avoir le plaisir de recevoir Michel en cet épisode. Alors qu'en fait, c'est vraiment Michel qui me reçoit, puisque nous sommes actuellement chez toi, Michel, chez vous, chez toi et chez Nadine. Donc merci de me te recevoir. Et pour décrire un petit peu la scène, nous sommes donc dans une yourte, dans ton jardin. Voilà, où Nadine fait ses soins. Voilà. Donc c'est un power couple, vraiment un couple super puissant au super pouvoir. Et là, vous n'avez que la moitié du couple, parce qu'il faut vraiment les rencontrer un à la fois, parce que c'est vraiment une explosion pranique, une explosion de vitalité à chaque fois. Donc aujourd'hui, vous avez la moitié masculine, vous avez Michel avec nous. Alors Michel, tiens, avant de commencer, on va prendre 3 respirations ensemble. Ouais. Et vous aussi qui nous écoutez, voilà, peut-être fermez les yeux, faites une pause. Et envoyez le souffle jusqu'en votre ventre. Et à l'expiration, laissez un soupir s'échapper. Vous faites ça 2-3 fois avec cette sensation vraiment de revenir en votre centre, en votre axe. Ok, nous avons atterri. Alors, Michel et moi, on se connaît depuis pas très longtemps. Non. Et on s'est rencontrés au festival Bolo, donc qui a eu lieu au mois de juin cette année, donc en 2024. Et qui, grâce à son succès, va continuer l'année prochaine d'ailleurs, donc le 4, 5, 6 juillet. Et Michel sera présent, j'espère. Oui, avec grand plaisir. C'est bon, on a la preuve, on vous a pris en témoin. Donc on s'est rencontrés au festival. Et puis ça a été vraiment le coup de foudre amical avec Nadine et Michel. Et puis Michel est quelqu'un qui me fascine, de par ce qu'il est, de par ce qu'il fait. Donc il avait toute sa place dans ce podcast. Et pour qu'on te rencontre un peu mieux, Michel, j'aimerais savoir si tu pouvais te présenter. Chose difficile à faire, si tu pouvais te présenter en quelques mots. En quelques mots. Bon, alors, j'ai 64 ans, voilà, pour me situer dans le temps. Je vis avec Nadine et nous avons 3 enfants, qui sont grands maintenant, 29 et 27. Voilà, et donc nous habitons donc en Vendée, en rétro-littoral, tout près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à l'Aiguillon-sur-Vie. Voilà, pour nous situer un petit peu dans le temps. T'as peut-être trop dit, maintenant les gens savent qu'il y a une yourte dans ton jardin, voilà. Ils vont te chercher. Nadine peut les recevoir avec grand plaisir. La maison est ouverte. Et on peut les accueillir aussi, avec grand plaisir. La preuve, c'était le cas hier soir où on a vécu un moment fantastique quand même, il faut le dire. Peut-être qu'il faut le dire, parce qu'on arrive vraiment dans cet épisode avec cette énergie. Il y avait ce que j'appelle
entre guillemets la gueule de bois de Kirtan, puisque c'est une réalité. C'est une belle gueule de bois. C'est une belle gueule de bois, la seule belle d'ailleurs, je crois. Et en fait, hier soir, Nadine et Michel ont eu la générosité de nous recevoir pour chanter des mantras et de recevoir 50 personnes aussi qui se sont installées dans le salon. C'était fabuleux. Meubles poussés, les murs vibrent encore. Et je me demande comment on a fait pour dormir, tellement on était en vraiment haute vibration hier soir et ce matin encore, c'est quelque chose qui reste. Donc on vous parle depuis cet espace, le cœur ouvert et vraiment avec à chaque fois cette foi renouvelée en l'humain, quelque chose qui nous rapproche les uns des autres. Et donc, pour finir la présentation, peut-être, si tu pouvais te présenter en tant qu'artiste aussi. Alors oui, en tant qu'artiste. Artiste, c'est un mot déjà que j'ai eu du mal à appréhender pendant toute une période de ma vie. J'ai, donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu une famille, donc je suis artiste à peu près... Depuis mon plus jeune âge, j'ai touché à beaucoup de choses, la musique, la décoration sur meubles, enfin j'ai expérimenté plein de domaines. Et on va dire que le domaine artistique dans lequel que je pratique actuellement, le beach art, le land art, c'est plus récent. Et ça a plutôt commencé en 2007. Voilà. Et je disais que oui, m'accepter en tant qu'artiste, ça a été un long chemin, un très long chemin. Déjà parce que de par l'âge que j'ai, on va dire, donc je suis né dans les années 60, donc je pense que j'aurais désiré être artiste beaucoup plus jeune, mais ça n'avait pas été accepté, entre autres par mes parents. Mais voilà, c'est un chemin que j'ai fait. Donc j'ai choisi d'avoir un métier, on va dire, alimentaire. J'ai travaillé dans l'ameublement longtemps. Après, j'ai fini ma carrière dans le nautisme parce que je suis à la retraite maintenant. Mais quelque part aussi, et bien même lorsque j'ai commencé, disons, le beach art et le land art, j'ai choisi de rester avec ce travail alimentaire. Et en fait, c'est un choix que j'ai fait parce que j'avais aussi une famille à élever, entre autres. Et que je ne regrette pas du tout, parce que j'ai vu aussi beaucoup d'artistes, j'en ai vu un certain nombre, des artistes qui ont voulu à un moment de temps franchir le pas, c'est-à-dire vivre de leur art, et on sait combien parfois c'est difficile de vivre de son art aujourd'hui. Et j'ai vu des gens qui au départ, c'est vrai que lorsqu'on commence en tant qu'artiste, bien souvent on continue à faire ce qu'on aime au départ. Pour un peintre qui fait des grands tableaux, il va continuer à faire ses grands tableaux. Mais la réalité peut parfois nous rattraper. On voit actuellement aussi les difficultés qu'il y a. Et j'ai vu des gens aussi arrêter justement leur art, des sculpteurs, des peintres et tout, ou alors être réduits à faire du vivrier pour manger à la fin du mois. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est vrai que j'avais peut-être un travail alimentaire, mais quelque part, j'étais vraiment libre par rapport à la création. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un choix que j'ai fait. Et c'est vrai que donc, depuis maintenant 4 ans, c'est vraiment un grand bonheur, parce que je suis à la retraite, donc je vis vraiment pleinement, pleinement mon art, et je le fais découvrir aussi. Et ça, j'adore. Ouais. C'est très joli, parce que de ce que j'entends, c'est vrai que de l'extérieur, on pourrait croire que tu vis pas ton art, t'as pas vécu ton art complètement parce que tu avais ce job alimentaire, alors qu'en fait, tu as réussi du coup à ne pas te compromettre, à ne pas compromettre ton art en fait. Et la vraie liberté, elle est peut-être là, justement. Et les moments où je les vis vraiment pleinement. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc parfois, de ne pas forcer les choses, il y a toute une logistique, il y a tout un contexte qui fait qu'on a peut-être besoin de faire ce qu'on appelle des sacrifices, mais en fait... c'est pour mieux vivre plus librement à côté, quoi. Mais ça nourrit aussi ce que je fais actuellement, et c'est où j'en suis aussi. Voilà, c'est mon chemin de vie qui m'amène à faire ça. Voilà, puis j'expérimente toujours, quoi. Je découvre des choses, c'est ça qui est chouette, quoi. Alors, ça m'a interpellée forcément quand ce que je comprends complètement, quand tu as parlé justement de cette difficulté à assumer le mot artiste ou l'étiquette artiste. Est-ce que tu te souviens, est-ce que c'est du jour au lendemain, on s'appelle artiste, on se fait appeler artiste? Est-ce que tu te souviens d'un moment justement qui t'a marqué, où quelqu'un, parfois ça vient de l'extérieur, quelqu'un t'a décrit comme artiste et c'est là que t'as pris conscience de ce que t'étais, ou
Ou alors est-ce que c'est venu progressivement et que t'as pas de souvenirs précis? Alors, j'ai commencé à me dire en tant qu'artiste à partir du moment... il y a une période où j'ai travaillé le bois flotté. Alors c'est pareil, le bois flotté, pour moi, le bois flotté, c'était pas... j'ai fait des objets de décoration, des personnages, plein de choses comme ça. Et pour moi, travailler le bois flotté, c'était pas faire un empilage de bouts de bois, des choses comme ça. Donc c'est vrai que je faisais beaucoup de personnages où on y décelait beaucoup de poésie. C'est marrant d'ailleurs, beaucoup de gens mettaient une présence féminine derrière ces créations, alors que je suis un homme, voilà. Mais j'assume totalement ma grande part de féminité. Et j'avais fait quand même quelques créations. Et il se trouve que, donc à Belleville-sur-Vie, où j'ai habité durant un temps, hein, c'était la première maison que j'ai eue là-bas, il y a eu une exposition d'organiser, et notamment il y avait un tremplin pour des artistes. Alors donc il y avait des artistes confirmés qui exposaient, il y avait un tremplin pour d'autres, et donc on présentait une œuvre, une seule. Et donc j'ai présenté la grande harpe que tu as pu voir, qui est chez nous, qui est en fait une branche de pin. Oui, pour moi, c'est un peu comme une harpe. En fait, j'ai tendu sur cette branche qui est entièrement naturelle, hein, pas assemblée du tout, c'est qu'une branche. Et j'ai tendu des cordes en fait en cuir, voilà, qui symbolisent la harpe. Et j'ai présenté cette pièce. Et en fin de compte, j'ai été sélectionné pour exposer l'année d'après, en tant que sculpteur, on va dire, même si je ne sculpte pas à proprement dit. Donc ça a été vraiment le départ où là, voilà, j'étais en tant qu'artiste. Donc tu t'es senti plus légitime. Voilà, ouais. Ok. Ton instrument de prédilection, la harpe. Ouais, non, je n'en joue pas. Non, j'aimerais bien. Non, j'ai essayé, on ne peut pas en jouer. J'ai essayé hier, j'ai chanté à côté, non. Mais elle est magnifique, est-ce que tu peux nous... Alors, si on zoome un petit peu, parce que je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Michel. Donc on mettra les liens. Tu as un site internet où tu as justement des photos, aussi Instagram, etc. Donc on mettra tous ces liens-là. Mais je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore la chance de le rencontrer, d'aller au moins rencontrer toutes ces œuvres d'art et tout son univers. Et parmi toutes tes créations, donc tu as parlé du bois flotté, est-ce que tu pourrais nous décrire à peu près les différentes catégories jusqu'au beach art, parce que certaines personnes ne connaissent peut-être pas le principe et ce que c'est. Alors le bois flotté, on vient d'en parler, j'en ai fait pendant quelques années, hein, donc j'ai exposé un petit peu dans quelques galeries, dans des magasins, je faisais des expositions. Et puis, il y a eu un temps où, en fait, on va dire, la crise est un petit peu passée par là. Et donc, je ne vendais plus. Et donc, pour moi, en tant qu'artiste, faire pour stocker ou faire pour faire, je ne vois pas l'intérêt. Moi, ce qui est important, c'est que quand je fais une œuvre, je crée une œuvre, c'est qu'après, elle prenne son envol. Donc voilà, je me suis retrouvé avec toutes ces créations. Donc il y en a quand même dans la maison, il y en a qui sont partis en voyage chez des gens. Et puis je me posais des questions, je me suis retrouvé avec ces questionnements. Et il m'a été donné un jour de rencontrer, enfin je la connaissais déjà, Martine Aubineau, qui est une femme canal, et donc qui organise des soirées de canalisation. Et ce jour-là, on y était donc avec Nadine, on était peut-être, je sais pas, une quarantaine de personnes, et il y a eu la soirée qui s'est déroulée. Alors ce qui est assez impressionnant, j'adore moi Martine c'est pour ces soirées de canalisation, en fait, lorsqu'elle rentre, quand les guides arrivent et puis que les messages arrivent aussi, elle rentre vraiment dans un état second et elle part dans, je dirais un peu, un ancien français et tout en poésie. C'est magnifique, c'est tout en douceur. Et je me souviens même plus du message que j'ai eu ce jour-là. Il est un petit peu loin. Mais par contre, après, c'est vrai qu'avec Nadine, j'ai dit, on va aller saluer Martine, on va lui parler un petit peu. Et là, je lui ai justement exposé un petit peu mon questionnement. C'est-à-dire que, je faisais le bois flotté. Et puis, je vendais plus beaucoup. Et donc, je me questionnais sur mon avenir artistique. Et là, Martine, donc, hop, j'ai vu qu'elle partait.
Elle m'a dit une seule phrase. Il faut que tu fasses les choses en grand. Ah. La phrase qu'on veut entendre mais qu'on ne veut pas entendre. Ouais. Et alors ce que disait Martine, toujours avant de commencer une canalisation, et c'était très chouette pour ça, elle était d'une simplicité, elle disait, vous allez recevoir un message, mais surtout, n'allez pas mentaliser. Ne mentalisez pas, laissez faire. Donc voilà, je suis parti avec cette phrase. Alors Nadine, si par contre je me souviens bien d'une autre phrase que Nadine m'a dit. Elle me dit, déjà que tes sculptures, je trouve qu'elles sont tant qu'assez grandes. Voilà. Bon. Le grain de sel de Nadine. Et quelques temps après, j'étais à la plage parce que j'ai été très longtemps adepte de la plage. J'ai fait beaucoup de char à voile, du cerf-volant, enfin tout ça. Et donc nous étions à la plage et j'étais à la pêche au pignon. Un petit coquillage qui se mange. Et puis j'étais avec, on va décrire ça un petit peu comme une truelle, un petit peu. Et je grattais le sable. Ça faisait bien au moins une demi-heure. Mais il n'y avait rien du tout. Je grattais. Et puis à un moment de temps, je commence à faire une sorte de petit arabesque de dessin. Puis là, pof. Et la fois d'après, j'étais sur la plage avec un râteau. Et là a commencé le beach art en fait. C'est assez fou. C'est la petite lumière qui arrive. Oui, c'était vraiment tombé dessus. C'est comme une évidence. Complètement. Donc le lendemain, tu y retourné avec le râteau. Pas le lendemain, mais la fois d'après, j'étais avec un râteau. Alors c'est vrai que j'ai surtout pas renié le chemin que j'ai parcouru. Ça, c'est important. Donc si les gens vont sur mon site, eh bien, on voit les tout premiers dessins que j'ai faits. Alors il y avait des cercles tout simples, donc c'est ça, juste pour peut-être préciser pour ceux qui ne connaissent pas, le beach art consiste à faire des dessins sur des dessins donc à marée basse sur les plages. Voilà. Donc ça, c'était quand même en 2011. Donc ça fait maintenant. Tu connaissais des artistes qui faisaient ça ? Pas du tout. Pas du tout. Et je savais même pas que ça existait. Ça existait un petit peu dans les années 60, un petit peu avec le land art, qui nous vient des États-Unis. Et là, pour le coup, la différence, le land art, le land art, c'est plus dans la nature. Le beach art, art de plage. Voilà, c'est le nom qui est défini. Et donc, j'ai su après que ça existait parce que j'étais aussi, à cette époque-là, j'étais en formation. Au lycée Nature. Et là, on avait un groupe interne, un petit groupe Facebook interne. Et puis, donc, on mettait des photos de ce qui nous plaisait. On communiquait comme ça. Et j'ai mis les toutes premières. Et j'ai une amie du groupe qui m'a dit ça s'appelle du land art et tout, ça s'est fait et tout. Alors, j'ai été voir un petit peu. Et je pense que je peux le citer. C'était Andrés Amador qui en fait depuis X années en Amérique. J'ai été voir un petit peu ce qu'il faisait, mais après, il m'apparaît important, mais vraiment primordial, même de ne pas trop regarder pour ne pas être influencé, en fait. Et c'était vraiment important que j'ai ma propre identité en tant qu'artiste. Est-ce que quand tu as eu cette révélation en grattant justement sur le sable, est-ce que tu as pensé directement à cette phrase qu'on avait canalisée pour toi ? Oui, tu as associé tout de suite, quand tu savais que c'était le signe et l'ouverture. Ah oui, tout à fait, oui. Ok, et donc les premiers dessins que tu as faits, c'était grand quand même ? Par rapport à ce que je fais maintenant, c'était beaucoup moins grand. Et ça a toujours été en grandissant, on va dire. Alors au départ, j'étais un petit peu comme tout le monde, donc j'étais avec mon téléphone, même pas mon téléphone, j'avais un appareil photo, on se met sur la pointe des pieds, on se fait très très grand, on met l'appareil photo là-haut et on prend. Après, j'ai eu, et je l'ai toujours, ma perche de laveur de vitres. Sur lequel je mettais mon appareil photo. Le bricolage, mais oui, t'as inventé la perche à selfie. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est génial. Une perche de laveur de vitres, ça fait 2 mètres de haut. Une fois dépliée, ça fait 6 mètres. Tenu à bout de bras, on est à 8 mètres. Et ça offre des points de vue assez chouettes. On est quand même à 8 mètres de haut. Je pense que tu vas faire augmenter les ventes de perches. Non, mais je le dis, moi, c'est vrai que j'ai rencontré des artistes débutants en beach art qui ne voulaient pas forcément se mettre au drone ou des choses comme ça. Et je leur ai dit, mais essayez ça, vous verrez, ça offre des points de vue qui sont vraiment chouettes. Donc, alors même avant la perche, j'ai eu aussi une échelle. Donc les gens, ils me voyaient arriver avec une échelle à 4 bras sur la plage. Ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est ce fou là ? Donc je montais en haut de mon échelle, j'étais à 3 mètres de haut. Il faut savoir, les amis, que Michel est déjà très très grande. Quand 1m80. Mais c'était assez marrant, c'était assez folklore. Donc après, il y a eu la perche de vitre, et, la perche de laveur de vitre. Et après, j'ai continué parce que je disais que j'avais fait du cerf-volant avec le cerf-volant, la photographie aérienne par cerf-volant. Alors là, c'était un peu plus complexe, on va dire.
parce que fallait après... j'ai eu un petit peu de tout. Hein. J'ai eu les sessions où j'avais beaucoup de vent tout pendant que je traçais, et puis au moment d'envoyer le cerf-volant, il n'y avait plus un brin de vent, ou vice-versa, du vent vraiment très très fort. Donc j'envoyais l'appareil photo, puis c'était un petit peu au jugé. Donc quand je redescendais, c'était pas toujours... les clichés n'étaient pas toujours là. Donc, et depuis, il y a le drone qui apporte une autre dimension. Ouais. Et puis, il fallait aussi le drone, parce que plus ça va, plus c'était grand. Donc, il fallait prendre des photos. Ouais, c'est là qu'on voit à quel point alors on peut se plaindre du progrès technologique parfois, hein, quand il nous écrase. Mais là, on voit bien que parfois, il vient vraiment servir notre art. Et pour le coup, tu as gagné en grandeur le jour où tu as eu ce soutien technologique. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a non seulement les photos, qui fixent un peu plus, mais j'essaie aussi de réaliser des vidéos qui, là, on voit que il y a le mouvement qui est là, le mouvement de la vie, quoi. Le fait que je fasse aussi des vidéos, je trouve que ça permet de faire passer une autre émotion que la photo où c'est plus figé, en fait. Et ça, j'aime bien aussi, en tant qu'artiste, faire passer des messages au travers et de l'image et de la musique. C'est important. Ouais. Donc, vous l'avez compris, Michel, artiste complet. Et c'est ce que j'aime aussi chez toi, c'est cette volonté à chaque fois de continuer à tirer le fil. C'est-à-dire que ton œuvre d'art, ton art pourrait s'arrêter, j'allais dire juste, mais c'est déjà très grand, s'arrêter à « je dessine sur le sable ». Mais non, en tirant le fil, c'est non, je vais faire une photo, et en tirant le fil, non, je vais faire une vidéo de ça. Donc en fait, on ne sait plus vraiment quelle est l'œuvre d'art pour toi. L'œuvre d'art, c'est l'œuvre que tu as faite sur le sable, ou c'est la photo finale, ou c'est la vidéo finale, ou c'est tout ça en même temps. C'est le moment passé sur le sable qui est vraiment le plus important. Donc c'est le moment. Parce que c'est vrai que je le fais aussi découvrir aux personnes, hein, au travers de ce que j'appelle des fresques participatives. Et là, les gens peuvent vraiment être au cœur justement de la création de l'œuvre, vivre aussi le moment. C'est ça qui est magique. On arrive sur une plage. Comme je dis, il y a beaucoup de peintres qui rêveraient d'avoir chaque jour une grande toile comme ça, vierge. Et on arrive et on va remuer les grains de sable. Ça donne une œuvre. Et on assiste aussi au moment où la mer l'emporte. Et ça, c'est magnifique. C'est des moments très, très puissants pour moi. Alors justement, on y vient. J'ai juste présenté en disant que tu étais artiste, mais pour moi, le mot qui me venait, c'était vraiment Michel Jobard, artiste du détachement. Et je trouve que tu incarnes tellement ça, et ton art l'incarne tellement. Alors bien sûr, il y a toujours du travail à faire, je pense qu'on doit toujours se détacher dans la vie. Mais là, pour le coup, c'est un sacré défi que tu te lances en choisissant ce type d'art. Parce que, donc comme tu le disais, tu vas créer, tu vas passer du temps. Tu vas passer un moment fort avec des gens, etc. Il y a parfois donc, une participation. Et au final, tu vas assister et c'est important que tu assistes à la destruction de ton œuvre. Au tout départ, quand tu t'es lancé, puisque tu n'avais pas trop de références, etc., tu t'es lancé dans ce type d'art, tu as tout de suite compris que tout le package, c'était et l'œuvre d'art et sa destruction. Tu t'es même pas posé la question. Est-ce qu'il y a eu un moment, parce qu'on est quand même humain et on a cette tendance, certains plus que d'autres certainement, on a cette tendance à s'accrocher à tout, à vouloir posséder, à vouloir garder. On prend des photos tout le temps pour garder des souvenirs, on a peur d'oublier. Est-ce que tu savais dans quoi tu t'engageais ou à quel point ça pouvait venir te chercher ? Ah oui, complètement, je le savais. Bon, après, je dirais que ça a même évolué. On parle de détachement. Alors, il y a certaines personnes qui me l'ont dit des fois, c'est sûr. Si j'étais dans le détachement complet, il n'y aurait même pas d'image. Oui. Et ce à quoi je réponds, en fait, oui, c'est sûr. Donc c'est arrivé pour quelques créations où il n'y a pas eu de photo parce que la météo s'invitait. Par exemple, une brume de mer subite qui vient, et puis alors là, c'était impossible de décoller ou des choses comme ça. Je voyais, notamment une fois, je me rappelle, je voyais même pas à 5 mètres quand je suis reparti, quoi. Je savais où il fallait que je parte pour sortir de la plage, mais c'était assez impressionnant. D'autres fois, c'était la pluie, voilà. Mais moi, ce que j'aime bien répondre, c'est que comme mon fil conducteur, c'est le beau, et on est tellement inondé de par les médias, on sait nous gaver même de choses pas belles du tout, que je me dis que la moindre petite, l'infime partie que je peux prendre sur ces médias, où je vais donner du beau, et c'est important que je la prenne.
C'est ma part de grain de sable. Enfin Voilà. ce mot, le beau. Yes. On a tourné autour, on n'a fait que parler de lui. Mais le mot, voilà, je sais que je suis Et contente c'est vrai que ce soit que qui le dise. je pense pas, j'ai pas du tout, je suis pas donneur d'enseignement, des choses comme ça, mais disons la philosophie dans laquelle je fais, c'est notamment le beach art, et quand je le fais découvrir, c'est vrai, c'est un climat un petit peu particulier. Déjà, quand on va arriver sur la plage, bon, je vais trouver le lieu où on va faire le mandala, parce que très souvent ce sont des mandalas. Et bon, à savoir quand même, c'est quand même c'est la plage qui va me dire où il faut aller, parce qu'il y a des fois, le banc de sable ne s'y prête pas. Mais après, je trouve mon centre du mandala, et lorsque je suis avec des gens, je les invite donc à venir au centre. Et c'est là que je vais leur montrer l'esquisse, parce que très souvent, en fait, je fais une esquisse, en fait, qui va permettre qui souvent même fait peur lorsque je la montre aux gens, de voir un petit peu la complexité du dessin. L'ambition du monsieur. Mais qui après, en fait, quand les gens l'ont réalisé, ils se rendent compte que même si quelqu'un qui n'a jamais tenu pratiquement un râteau de sa vie, voilà, il y arrive, hein, lorsqu'on est guidé. Et donc, on découvre le mandala ou la fresque, et là, je demande un petit temps de centrage où chacun en fait peut mettre une intention, parce que pour moi c'est jamais un quelconque dessin. C'est en termes d'énergie, c'est ce que je dis là, on va mettre tout notre amour, on va mettre toutes nos tripes vraiment dans ce dessin, essayer de faire au mieux. Donc alors là on n'est qu'avec de l'audio, mais on va schématiser. Si on trace un cercle et puis qu'on le gratte entièrement, le fait de gratter, il va y avoir des projections. Et si le banc de sable s'y prête ce jour-là, eh bien, je vais jusqu'à faire passer le rateur à l'envers pour avoir la ligne autour qui soit la plus belle possible. On va essayer, comme je dis, de toucher la perfection, même si elle ne s'atteint pas. Elle ne s'atteint jamais la perfection, c'est pas possible. Mais on va essayer vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est un petit peu aussi dans la philosophie des mandalas tibétains, des jardins japonais qui chaque jour, ils vont recommencer à gratter le gravier, tout ça. Voilà. C'est essayer d'être dans cette approche, tout en sachant que peut-être, donc on va mettre 3h30, 4 heures à réaliser le dessin, et tout en sachant que peut-être pour certains dessins, peut-être un quart d'heure après, la mer va commencer à l'emporter. Alors, j'étais entendu tout à l'heure parler de destruction. C'est des mots, moi je ne parle pas de destruction. J'ai entendu des gens dire des fois, c'est dommage, la mer, elle a dévoré, elle a détruit et tout. Non, moi je dis qu'elle l'emporte avec tout l'amour qu'on a mis dedans. Voilà. En termes d'énergie, je trouve que c'est vraiment important. Oui, ok. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est les restes de Shiva d'hier soir. Voilà. Que le mot. Mais bon, après, c'est vrai que les moines tibétains, lorsqu'ils parlent de destruction, hein, des mandalas, moi je parle de déconstruction lorsque j'en fais. Ouais. Mais là, en fait, pour moi, il est emporté par la mer avec tout l'amour qu'on met dedans. Oui, et c'est presque comme si, enfin, je vois bien maintenant, c'est comme si elle récupérait finalement cette offrande et elle récupère ce... Ouais. Et c'est toujours un moment très très fort pour les gens, c'est un moment très fort à vivre avec les gens avec lesquels je suis, et puis même moi j'adore quoi. Et c'est important, c'est arrivé des fois où des gens qui partaient avant, et je trouve ça dommage, c'est vraiment important d'être là du premier grain de sable qu'on va remuer jusqu'au pratiquement au dernier grain de sable qui va être emporté, quoi. Ça c'est beau. Oh. Waouh. Donc on a fait que parler du beau. Avec Michel, on peut que parler du beau, ou faire du beau, ou vivre du beau, de toute façon, ici, avec Michel et Nadine. C'est très joli, je suis hyper émue parce que, de ce que je comprends, enfin ta définition du beau, même si bien sûr ces œuvres sont vraiment d'un super esthétique, etc. T'as beaucoup parlé du moment en fait. Et le beau, tu as vraiment défini le beau là comme un moment, comme du temps passé, avec intention, avec amour et ensemble. Il y a tous ces ingrédients qui sont là et qui contribuent au beau. Est-ce que quand tu étais dans la création avec le bois flotté, etc., est-ce que ta relation au beau, ou le beau pour toi était différente? Est-ce que la définition était différente ou est-ce que le moment de création était aussi le plus important que la création finale? Ou est-ce que ça a changé avec justement ce changement de... C'est le moment de la création qui est le plus beau. Alors, je vais me permettre de comparer avec
ça avec la femme, lorsqu'elle porte un enfant, donc elle va mettre 9 mois, et puis après il y a l'enfant qui naît. Et le but, enfin je pense, c'est d'accompagner un enfant, et après il faut qu'il prenne son envol. Et bien là, pour la création d'une œuvre, c'est pareil. Donc le plus beau moment pour moi, c'est la conception, mais après, une fois qu'elle est née, l'idéal, c'est que pour un artiste, la création, c'est qu'elle prenne son envol, donc elle est chez quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment ces moments-là, et je me rappelle d'avoir échangé avec certains artistes qui ne vendaient jamais, en fait, et quand on échangeait sur des salons, des choses comme ça, ils disaient que il y avait des œuvres qu'ils préféraient vraiment, qu'ils aimaient beaucoup. Ils étaient tellement encore accrochés à leur œuvre, en fait, qu'ils ne les vendaient jamais. Ouais. Ouais. Et voilà, cordon, c'est pour ça. Le cordon n'était pas coupé, ouais, c'est ça. Et ils ne les vendent pas. Et j'ai eu cette démarche aussi à un moment de temps, hein, c'est vrai que... Oui, c'est la question que je pose aussi souvent à des artistes. Avec le beach art, c'est différent parce que, pour le coup, tu fais l'œuvre avec ceux qui l'achètent, entre guillemets, parce qu'ils sont déjà présents. Ils sont présents pendant la création, plutôt. Ils ne sont pas là pour recevoir l'œuvre, puisqu'en fait, il n'y a pas tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas cette finalité-là. Par contre, dans tes autres œuvres, par exemple de bois flotté, est-ce que en créant cette pièce, est-ce que tu penses au destinataire? Est-ce que tu le fais pour les gens au moment de le créer? Qu'est-ce qui fait que tu crées cette pièce à ce moment-là? Cette pièce, en fait, c'est le fruit de balades au bord de la mer. Et quand je vais trouver un morceau de bois flotté, pour moi, hop, tout de suite, ça y est, l'image arrive. Je sais ce que je vais en faire, pratiquement. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question du pourquoi? C'est-à-dire que... Ou alors, c'est tellement... Ce désir d'en faire quelque chose est tellement irrésistible que la question du pourquoi se pose même pas. C'est juste une évidence. Oui, je me pose même pas la question. Moi, en fait, j'entends rester un artiste simple et accessible, et vous ne me verrez pas partir dans des sentiers intellectuels et tout, des chemins qui vous emmènent dans des discours. J'ai un peu de mal avec ça. J'ai vraiment du mal même. Ouais. Donc, il faut rester simple. Pour moi, autant un galet, je vais le trouver magnifique, un morceau de bois aussi. Donc voilà, je lui donne une seconde vie. Ouais. Mais ça... Oui, voilà, ça me parle. Je sais pas pourquoi j'ai été appelé par ça. Mais c'est vrai que par contre, on m'avait même demandé il y a très très longtemps pour une émission de télé. C'était une présentatrice qui en fait c'est elle qui apparaissait, donc voilà, elle a la découverte d'un artiste, mais de ce que j'avais compris, en fait, c'est elle qui allait faire. C'était la lumière, toute la lumière était sur elle, mais en fait, c'était faire un empilage de bouts de bois pour faire un bois flotté. Moi, j'ai décliné l'offre, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ça, c'est... Si c'est faire du bois flotté pour faire du bois flotté, des empilages comme on en voit plein dans des magasins, en fait, ça m'intéresse pas, cette démarche-là. Non, c'est sublimer, en fait, le morceau de bois qu'on a vu, la lampe que j'ai derrière, tout de suite, ça. C'est faire du beau sur du beau, sur ce qui est déjà beau. Oui, oui. Et merci, tu as prononcé maintenant. Merci pour toutes ces transitions, tu as prononcé le mot sublime. J'adore, c'est pas répété, mais j'adore. Alors, je vais le garder. Je vais garder ce mot sublime pour juste après cette question-là. En quelques mots, comment tu définirais le beau? Tu peux juste offrir quelques mots comme ça, sans trop réfléchir. Pour moi, faire du beau, c'est susciter de l'émotion chez l'autre. C'est ça, que ça ne laisse... quelque chose que je trouve qui est, pour un artiste, enfin pour moi en tant qu'artiste, c'est l'indifférence en fait. Ça fait mal. Ça fait mal. Bon, j'ai appris à m'en détacher, mais c'est vrai qu'il y a une période où c'est vrai que... Oui, à une période, ça m'a fait mal. Alors maintenant, j'ai aussi un discours, une réflexion plus nuancée, on va dire. Je me suis rendu compte d'une chose. C'était sur un salon notamment. On est dans une ère de technologie tellement avancée maintenant que pour certaines personnes, ça paraissait irréalisable. Donc il y avait des gens qui pensaient, pour certains, que les dessins étaient faits numériquement sur ordinateur. Oui, on en est là. Donc j'étais obligé d'apprendre à communiquer là-dessus, comme quoi j'allais faire les dessins d'abord sur le sable, que c'était moi qui les prenais en photo, que je faisais tout de A à Z. Voilà. Donc c'est assez marrant, quoi, quand même. Ouais. Donc susciter de l'émotion. Susciter l'émotion, ça, ouais.
Donc c'est pour ça, oui, qu'importe s'il existe une œuvre au final ou un objet ou quelque chose, en fait, ça a peu d'importance à partir du moment où il y a eu cette émotion. J'attache toujours quand même beaucoup d'importance, moi, à l'harmonie, le beau, l'harmonie. Il faut que ce soit harmonieux. C'est ce que je dis, on ne verra pas dessiner une tête de mort ou des dessins comme ça. Je ne suis pas du tout porté. Non, le beau, vraiment, puis que ça suscite une émotion. Ouais. Et je le vois lorsque les gens avec qui je suis, notamment surtout pour le beach art, lorsque c'est emporté, c'est vrai que chez certaines personnes, l'émotion est très très présente. Hein. Oui, les larmes sont là. Hein. De c'est vrai laisser que partir. Ah bah oui. Oui, parce que c'est vrai que je fais aussi donc des mandalas d'accompagnement pour le deuil. Ça m'est arrivé aussi de faire des cérémonies de dispersion. Où il y a un mandala, les gens viennent avec l'urne, les cendres, tout ça, et puis il y a les cendres de dispersion en mer. Et j'aime bien dire que la mer, il y a plein de parallèles, je trouve, avec le deuil, en fait, et même le mandala. Lorsque le mandala est emporté par la mer, c'est une petite mort. Voilà. Lorsque nous sommes sur la plage avec soit une personne, soit avec un groupe qui est là pour un accompagnement pour le deuil, c'est un petit peu plus particulier. Nadine souvent m'accompagne d'ailleurs pour les gens qui souhaitent libérer la parole. Et on fait le dessin. Et au moment ou même pendant le mandala, j'aime bien dire aussi que lorsque la mer va l'emporter justement, eh bien c'est accepter. Faire la comparaison c'est accepter de laisser partir l'autre. Et je trouve que c'est un comparatif qui est très 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 beau. Lorsqu'on parle quand on a perdu quelqu'un, la difficulté souvent qu'ont les hommes à pleurer. Voilà. Lorsque j'ai des hommes, j'aime bien leur délivrer ce message. On parle des larmes. Les larmes, elles sont salées en fait. Quand elles arrivent sur la bouche, sur la langue, et l'eau salée. Je trouve qu'il y a plein de comparatifs par rapport à... Et c'est tout ça que j'aime bien, ces petits messages que j'aime bien faire passer. Et donc, pour moi, les mandalas d'accompagnement, c'est une étape sur le chemin du deuil, en fait. Ouais. Et c'est des moments vraiment très, très forts, ça. Ouais. Ouais. Donc là, à t'entendre, c'est... Il y a presque aucune frontière entre de ce qu'on a dit, là, le beau et le soin. En fait, c'est vraiment un soin, où le beau soigne. En fait, il y a ce... Alors, moi, je ne me définis pas du tout en tant qu'art thérapeute. Je n'ai pas fait de formation. Je pense que ce mot a trop... Oui, je suis dirais pas ça non plus. Autodidacte. Voilà, je suis mais en tant qu'humain. Dans la nature du beau, en fait, par définition, peut-être. C'est juste qu'avec ce podcast, en invitant, en parlant à plein de personnes différentes, on se construit, on étoffe notre définition du beau. Voilà, Et là, de ce que j'entends, je me dis, ça rappelle que le beau soigne et qu'il n'est pas vain. On minimise l'impact du beau, l'impact d'une jolie fleur qu'on a dans son jardin, qu'on prend le temps de regarder, surtout l'impact de couleurs harmonieuses qu'on pourrait porter sur soi. Enfin, tout cet impact, en fait, va faire que on est dans cette guérison tout le temps, en fait. Ça nous soigne. Et justement... toi, si on ramène le beau au super concret, au quotidien, dans une journée par exemple, où sont, toi, tes sources de beau ? Mes sources de beau, elles sont un petit peu partout, moi. Elles sont un peu partout, au point que... Lorsqu'on est en voiture avec Nadine, c'est très souvent moi qui conduis. C'est pas parce que je suis macho, je suis masculin et tout, mais c'est plutôt parce que j'aurais tendance à être malade en voiture si on conduit pas. Voilà, autant le dire tout de suite. Mais elle me dit souvent, regarde dans la route. Je peux pas m'empêcher de regarder. Très bon conseil. Ah oui, et je lui dis là-bas, regarde un chevreuil. Je suis à l'affût de tout. Émerveillé. Je suis émerveillé par plein de choses en fait. Là, c'est pareil, on était en balade samedi. Je lui dis, t'as vu l'arbre là ? Il y avait un arbre qui était magnifique. Il aurait les 2 branches de pin, ça ferait des places. Elles auraient continué, ça aurait formé un cœur. Et tout ça m'interpelle, moi, tout ça. Je m'émerveille d'un rien en fait. Ouais, c'était vrai. Enfin, on dirait vraiment l'émerveillement qu'a avoir un enfant, c'est ça. Ouais, t'as vraiment gardé ça. Ah oui, complètement. C'est même des fois des galets. Alors, je vois maintenant, il y a plein de gens qui se mettent à peindre des galets. C'est vrai qu'il y a des choses magnifiques.
Mais je me dis, moi, regardez le galet mouillé déjà. Rien que ça, c'est une œuvre d'art. Oui, mais est-ce que c'est pas... Oui, mais alors, je suis d'accord avec toi. Et des fois, je me pose cette question aussi, parce que quand on est dans cet émerveillement constant et cette admiration de la nature, est-ce que parfois, du coup, on se dit, mais pourquoi j'essaie de faire quelque chose à partir de ce qui est déjà parfait? Est-ce que parfois, ça te traverse pas l'esprit? Moi, ça me traverse l'esprit. Ouais. Alors, c'est pour ça, justement, qu'il y a eu un petit peu une autre... j'ai franchi un pas, en fait, hein. Avec le beach art et le land art, les mandalas de sable aussi que je fais, j'attache une importance en fait à impacter vraiment le moins possible la nature dans laquelle j'interviens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc maintenant, c'est vrai que une fresque beach art, forcément, la mer l'emporte, il ne reste plus rien. Et y compris lorsque je fais des œuvres land art, j'attache une importance aussi à ce que le lieu... à ne pas l'impacter. Donc, mais c'est une trace. Si je vais prendre des végétaux, je vais privilégier des végétaux. Par exemple, j'aime beaucoup travailler avec les saules marceaux qu'on trouve dans les fossés, qui vont être coupés généralement lorsqu'ils font les banquettes, des choses comme ça. Je vais privilégier plein de végétaux qui sont en abondance et tout. J'ai du mal à cueillir des fleurs dans mon jardin pour aller faire un mandala. Et ça, c'est une démarche que j'ai eue à partir des années 2020. Et c'est là aussi que ça a été une autre avancée, justement, avec les mandalas de sable, où justement, là, c'est vraiment que des matériaux naturels. J'attache aussi une importance à ça, une grande importance. Oui, t'attends que la nature t'offre des ingrédients, et tu travailles avec. Je trouve ça important. C'est vrai qu'il y a des choses magnifiques qui se font maintenant, il y a plein d'artistes et tout. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va laisser aussi sur cette terre, que c'est important. Donc moi, c'est vrai que il m'arrive de temps en temps aussi de faire des peintures. Ça m'arrivait d'en faire sur des blocos, des choses comme ça, sur des arbres. Eh bien, c'est des badigeons de terre. Donc, une pluie et hop, plus rien. Et ça, je trouve ça magique, quelque part, c'est de ne pas vouloir s'acharner à laisser une trace. Et l'homme est beaucoup là-dedans maintenant. Pour certains, d'ailleurs, on voit bien les dégâts qu'il y a à voir telle salle à son nom, des choses parfois très, très moches, en plus. Mais ouais, moi, je ne suis pas du tout là-dedans, quoi. Non, détachement. Complètement, ouais. Et puis c'est surtout, c'est respecter la Gaïa, quoi, la terre, là. Oui. La respecter au mieux. C'est se rappeler qu'on est au service, en fait. Complètement. Qu'on a trouvé notre maître et que cette nature va nous offrir la perfection et qu'on va essayer de faire quelque chose de notre petite humanité, en fait, notre existence. Et donc je reviens à ce mot sublime, en fait. Tu l'as mentionné, tu en as parler aussi notamment avec ton art et comme un soin, comme un baume, notamment quand il y a cette intention d'accompagner au deuil, etc. Est-ce qu'il y a vraiment aussi au tout départ, quand tu crées, ou dans ton idée du beau, ta relation au beau, est-ce qu'il y a vraiment cette idée justement de sublimer? C'est-à-dire, est-ce que tu vas... Là, on a parlé beaucoup de beauté déjà existante, que tu vas essayer de rendre encore plus belle ou que tu vas amplifier. Est-ce que tu vas parfois chercher ce qui est pour toi et pas très beau? Alors ça peut être dans le physique ou ça peut être dans l'émotion, tu vois, quelque chose qu'on jugerait pas très beau et que tu vas essayer de transformer en quelque chose de beau. Est-ce qu'il y a cette sublimation comme un peu un objectif de l'art, en fait? Est-ce qu'il y a cette notion-là ou pas? Alors quelque chose de pas très beau que ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à des algues. Des algues. Pourquoi? On a une plage qui est donc à Saint-Hilaire-de-Riez, la plage de Sion, qui a une particularité, cette plage. Eh bien, ça y est, ça a commencé. Là, on est en automne et ça va se continuer pendant l'hiver. C'est une plage sur laquelle s'échoue, mais en abondance, mais vraiment en abondance, une algue rouge, la Soliera chloradis, il me semble, voilà, c'est ça. Et en fait, ça peut aller jusqu'à un mur de 1,50 m d'algues. Il faut le voir pour le croire, c'est énorme. Donc il y a des gens qui trouvent ça, c'est pas beau, quoi. Puis c'est vrai qu'après, il y a le temps de la décomposition, qui se fait au printemps et tout, donc c'est vrai qu'il y a des odeurs. Bon, c'est pas des algues toxiques comme en Bretagne, on a cette chance.
Eh bien moi, j'ai décidé de la sublimer. Donc ça m'est arrivé de faire, j'ai déjà fait, là je vais pouvoir y retourner aussi cette année, j'ai déjà fait 2 fresques avec des algues. Donc c'est des fresques que je fais là qui ont la particularité en fait d'être faites sur sable sec. Donc contrairement au beach art qui se fait sur sable mouillé à marée descendante. Donc là, la seconde que j'ai fait l'année dernière, non l'année d'avant, parce que l'année dernière j'avais autre chose, eh bien je la fais en 2 jours. Je vais chercher de l'algue et que je mets en petit cordon et puis pour dessiner mon dessin. Et j'ai eu la surprise l'année dernière, une amie qui m'a envoyé une photo 3 semaines après et la fresque était toujours présente. Elle avait été respectée par les gens, par les promeneurs et tout, et c'est vrai que... Et donc, quelque part, quelque chose qui pourrait paraître, c'est pas très chouette quand il y a des algues en abondance, hein, mais bon. Mais voilà, moi, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai décidé de sublimer. Ouais, mais c'est hyper joli parce que la manière dont on parle, c'est presque un acte militant de rébellion un peu qui dit c'est pas juste pour les algues en fait. Pourquoi on les trouverait repoussantes? Ah bah oui. Et donc tu en as fait quelque chose pour montrer que non, en fait, regardez, elles font aussi partie de toute cette orchestration et c'est beau par nature. Et ça m'a fait penser, toi tu penses à tes algues, moi ça me fait penser à parfois quand je vais faire des courses et qu'on est à choisir avec quelqu'un, on est à choisir des fruits par exemple, et tu peux regarder, je suis sûre si on fait une étude, les gens vont laisser toujours, il y a toujours le même fruit, parce qu'il n'est pas forcément beau, tu vois. Ouais. Et on va aller, c'est tout bête, hein, mais on va aller dans ce bac à fruits et je vais par exemple faire le test et je vais montrer ce fruit, je dis pourquoi tu prends pas celle-là? Ah bah non, il est pas beau. Et combien de personnes vont le laisser? Et moi à chaque fois, et c'est mon acte militant, alors juste de moi à moi parce que personne ne le sait, mais je vais prendre ce fruit parce que je me dis mais non, en fait, c'est pas juste le fruit il est tombé, il s'est offert et on va le laisser parce qu'on a jugé pas beau. Ouais. Et pour moi, c'est mon acte de de beau en fait. Ouais. Ça me fait penser à ça. Les algues, manger des algues et des fruits. Alors, c'est vrai que donc je parlais des algues parce que si on revient sur la plage, je connais des artistes qui ont fait ce choix. Donc c'est vraiment un acte militant, on va dire, de faire de l'art avec tout ce que la société humaine rejette à la mer. Donc on va parler de plastique et compagnie. Donc c'est vrai qu'il y en a qui font des choses magnifiques pour sensibiliser les gens. Et moi c'est vrai que c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Moi c'est vraiment, donc là c'est un matériau naturel. Mais donc je vais pas, on va dire, utiliser les produits transformés par le... Voilà. Ouais. C'est plus... voilà. Je préfère des matériaux naturels. Donc, oui, tu es en lien direct avec les algues, voilà. Bon, les sables, c'est pareil. Ça m'est arrivé de faire des dessins avec des sables que j'ai récoltés sur des plages pour aller en mettre un petit peu d'eau, faire des mandalas parce que c'est un sable d'une autre couleur. Donc c'est du sable naturel aussi. Donc je vais faire des quantités infimes. Je vais faire un dessin sur soit un rocher ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est... moi je privilégie tout ce qui est matériaux et matériel et matière naturelle en fait. Qu'est-ce qu'il y a de beau chez toi? Oula. La question piège. Alors 2 questions, 2 versants. Peut-être commence par celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a de moins beau chez toi? Et qu'est-ce qu'il y a de beau chez toi? Qu'est-ce que c'est compliqué ça comme question. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a de moins beau? Parce que vous sachiez, chers auditeurs, que Michel, juste avant, m'a dit tu sais, moi, je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de réflexion. Et quand tu me poses des questions, j'ai besoin d'un petit temps. Oui, tout à fait. Après, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de moins beau et de beau? Waouh. Alors, sur ce qui est moins de beau, je dirais qu'on me reproche souvent d'être perfectionniste. Ouais, voilà. Au point, du coup, où c'est dérangeant vraiment pour le tour et pour toi? Donc c'est vrai que je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, la perfection, voilà, c'est ce que je voulais faire passer moi. C'était important. Ouais, je trouve que c'est important justement d'un moment de se donner à fond justement pour toucher cette notion de détachement justement, puis après hop là voilà. Donc voilà, oui, c'est ce qui me vient vraiment en premier, la perfection. De beau, mais tout le reste.
De beau. Déjà les cheveux, mais ça c'est encore à l'extérieur. Voilà, les cheveux blancs. Les beaux cheveux blancs, argentés, ah ouais, c'est magnifique. Si, je m'aime bien en général. Voilà, ouais. Bon, voilà, je m'accepte. T'as bien choisi en prenant ce corps-là? Oui, voilà, je pense, oui. T'es bien dans ton chemin? T'es content de ton chemin? Oui. Oui, je suis content de mon chemin là. Ouais. Tu te rends compte quand même, tu réalises à quel point t'es au service quand même, que t'es dans le don. Il y a quelque chose de très généreux chez toi, de par ton... C'est vrai que j'ai... je parlais d'intellectualiser tout à l'heure. C'est vrai que pour moi, je ne ferai jamais de grands discours là-dessus. Je pense que... Je dirais pas que ça m'est tombé dessus, on va dire, mais voilà, j'aime bien dire, j'essaie d'accomplir au mieux ce pourquoi je pense être là. Voilà. Ça résume bien. Voilà, c'est ça. Après, non, je vais pas faire des grands discours. C'est pas mon truc, ça, du tout. Tu l'incarnes. Et c'est vrai que pour moi, c'est lorsque je suis sur les mandalas ou les fresques tout seul, ou même les mandalas, les petits mandalas de sable qui représente beaucoup plus de temps qu'une fresque sur la plage, en fait. Pour moi, c'est ma méditation, moi. Autant je ne suis pas capable d'être en tailleur pendant 2 heures pour faire de la méditation. Ça, c'est absolument impossible, j'y arrive pas. Mais alors là, pour moi, d'être à faire un mandala, bon, j'en ai fait un lors d'un festival, j'ai dû passer une 30aine d'heures en tout à le faire. Là, c'est donc à genoux, par terre, voilà. Donc ça, c'est. Et puis de la symbolique du à genoux aussi. Oui, bah oui. Dans le service, justement. Ouais. Vraiment se mettre au même niveau, en fait. Ouais. C'est magnifique. Et ça, c'est vraiment quelque chose où... Tu te sens à ta place quand complètement, ouais. Complètement à ma place. Ouais. Et c'est là aussi, il y a eu un ou pas de franchi, notamment lors de ce festival que j'ai fait en été, là où j'ai pu faire découvrir aux gens la déconstruction, ce que j'appelle la déconstruction. Donc où les gens voient l'œuvre finale et après je le déconstruis devant eux. Donc, et c'est vrai que là aussi, tout comme les mandalas sur les plages, ça remue les gens, quoi. Parce que là, on voyait que c'est pas un bruit. On pouvait entendre une mouche voler, là, c'était assez impressionnant. Et j'aime faire partager ça aussi pour prendre conscience justement que on est là sur Terre, on est des grains de sable en fait. Ouais, C'est ce que j'aime bien dire aux gens. Voilà. Et puis, on n'est que de passage. Tu te prends pour Dieu en fait. T'es là à mettre tous tes grains de sable et t'enlèves tous les grains de sable d'un coup. Non, pas du tout. Non, je plaisante. Une telle humilité. Mais j'ai eu l'image d'un coup, piouf, en voyant tout balayer. Ok, alors on va arriver à la fin, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et moi, j'aurai la chance de passer encore un petit peu de temps avec toi, mais on va vous quitter. Je t'avais demandé s'il y avait quelque chose que tu voulais présenter ou dont tu voulais parler, qui pour toi était beau. Donc alors décris ce que tu as ramené. C'est quoi? C'est du sable. Mais oui. J'aime bien dire aux gens, quand je suis sur la plage, je leur dis, regardez un grain de sable. On dirait du couscous, hyper jaune. Alors c'est du sable bleu. Là, donc sur les plages où je vais, c'est des sables blonds. Et je leur dis, regardez un grain de sable. C'est rien en fait. Ça semble être rien. Mais, comme je leur dis après, ils disent, regardez l'environnement. Donc ces milliards de grains de sable assemblés, regardez ces environnements que ça fait. La plage du Veillon où je vais, les gens qui ne connaissent pas, à chaque fois ils sont, waouh, c'est le mot maintenant, waouh. C'est vrai que c'est magique, ça prend aux tripes tellement c'est beau. Et moi, j'aime bien dire que je suis un petit grain de sable aussi. Parce qu'en fait, c'est nous, ça, en fait, un grain de sable, ça peut paraître rien, mais chaque grain de sable, si petit soit-il, a sa place dans l'univers. Et j'aime bien nous comparer en tant qu'hommes, voilà. Donc chaque personne n'est pas rien, contrairement à ce que certaines personnes pensent d'elles-mêmes. Et donc chacun a sa place dans cet univers et contribue à ce grand tout. Ouais, chacun a été choisi. Donc j'aime bien comparer avec ces grains de sable. Voilà. Et il les remet dans son flacon. Ils ont tous un nom. Tous ces petits grains. C'est des sables, ah non, mais c'est des sables de différentes plages. C'est vrai que j'ai une collection. Ouais,
Alors oui, il y en a qui m'en ramènent maintenant un petit peu du sable. Oui. Hein. Ouais. J'ai des sables assez particuliers. Ouais. Ok, et toi, de tout ce que tu as pu faire, il y en a. Comme ça, est-ce qu'il y a une chose pour toi qui est une des plus belles choses que tu as pu faire donc ça peut être dans l'art, ou ça peut être juste dans ta vie. Une des plus belles choses que tu as fait. Les plus belles choses que j'ai faites. Oh, il y en a plein. Il y en a plein de choses, je pense. J'ai passé plein de moments magnifiques avec des gens différents. J'ai rencontré plein de gens. C'est vrai que c'est... C'est beau parce que tu en reviens au moment, en fait, à chaque fois. C'est magnifique. Tout le monde ne répondrait pas par un moment. Bah oui, parce que bon... Donc c'est vraiment ce qui compte. Les gens qui sont venus, bon, on va être plus sur le beach art, parce que le land art, c'est plus... mis à part des ateliers avec des enfants que j'ai fait cette année, mais autrement je le fais plus en solo, on va dire. Le beach art, je l'ai fait découvrir maintenant, je pense à, si on prend adultes et enfants, à plus de 1000 personnes, quoi. Donc c'est vrai, autant de moments, je suis heureux d'avoir fait découvrir ça aux gens. Je reviens sur un verbe que tu as employé tout à l'heure, un tout petit verbe, oser. 4 lettres. Je crois que c'est un de mes mots préférés, oui. Oser. Et combien de fois je l'ai dit à des gens ? Combien de fois je l'ai dit ? Et c'est vrai que parce qu'on est tellement enfermé dans des cases maintenant, que c'est difficile, et puis de par les principes judéo-chrétiens et tout, sur lesquels souvent on a été élevé, et c'est vrai que c'est... D'oser être soi, d'oser prendre sa place. Oser être soi, voilà, c'est... Combien de fois j'ai rencontré des gens, il y a quelques années, des gens qui m'ont rencontré, qui venaient dessiner avec moi, et après, on me rappelait... Oh ouais, je veux faire ça et tout. Ah ouais, avec toi j'ai plein d'idées et tout. Faut que tu me montres les techniques, tout ça. J'ai même eu des fois des contacts par mail et tout. Je voudrais te rencontrer, montrer les techniques et tout. Et donc ce verbe souvent s'invitait. J'ai dit bah oui, c'est bien. Oui, ok. Mais quelque part, Michel Jobard vient déjà. À quoi ça sert de copier? Donc je leur disais. Michel Jobard joue très bien Michel Jobard. Donc j'ai dit osez prendre un râteau, aller dessiner sur le sable. Vous allez être confronté à votre propre regard, au regard des autres. Et c'est ça qui est important, puis d'apporter justement votre grain de sable à l'édifice. Voilà, c'est ça qui est important. Tu réaffirmes ta place ici, ton existence à chaque grain de sable. En fait. Donc oser. Et combien de gens ne l'ont pas fait, quoi. Et justement, ça me... Parfois, je me questionne aussi, sans attendre une réponse, mais... Il y a une telle fascination. Les gens qui sont pas arrivés à exprimer ce qu'ils ressentent ou à forcément prendre leur place ou aller dans création artistique ou voilà, ils ont souvent une fascination pour les artistes justement. Et je me suis souvent demandé, est-ce que cette fascination, est-ce que c'est vraiment la fascination de l'œuvre en question ou de l'art de la personne, ou est-ce que c'était pas le fait en fait que l'artiste par définition il a osé en fait, il a franchi le pas. C'est sûr que c'est une question sans réponse, mais il y a ce côté-là quand même. Est-ce qu'en fait, c'est pas ça qui fascine, cette liberté qu'a choisi de réclamer l'artiste. C'est beau. Je pense que c'est ça, il faut oser. Il faut oser. Il faut qu'on termine sur ce mot-là. On ne peut pas en rajouter après. La morale de l'histoire. Ouais, je suis d'accord. Oh, merci beaucoup, Michel, pour ce déroulement. J'ai l'impression qu'on a déroulé toute une pelote. C'est magnifique. Est-ce que tu as des actus dont tu voudrais nous parler? Où est-ce qu'on peut te trouver? Ou est-ce que ou même des choses pas forcément planifiées tout de suite, mais des ambitions, des rêves, ou des choses que tu aimerais faire plus tard, voilà. Ou aussi des choses plus concrètes si tu veux nous donner rendez-vous quelque part ou tu as des événements. C'est vrai que les gens qui voudraient me voir, c'est très souvent à la plage du Veillon, très souvent. Et c'est vrai que j'ai ce défaut en tant qu'artiste de ne pas justement être dans la com à bloc. C'est important aussi d'avoir des moments d'introspection. Ça arrive très souvent où je suis tout seul sur la plage. J'ai besoin de ça. Et
c'est pour ça aussi qu'on me voit sur des plages, je ne serai pas sur des plages très très connues où il y a plein de monde pour me faire voir. C'est pas l'essentiel, loin de là. Très loin de là. Donc j'y vais quand je suis demandé pour une prestation, voilà, mais autrement on ne m'y verra pas sur ces plages. Moi je cherche des lieux où vraiment pour être en connexion avec la nature. Et donc les gens peuvent me rencontrer très souvent dans un lieu qui est magnifique et que j'aime bien faire découvrir, c'est la plage du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire. C'est là-bas qu'on me trouve très souvent. Mais c'est vrai que je ne pense pas toujours à le mettre parce que c'est vrai qu'il y a des fois ça se fait un petit peu au dernier moment. Mais autrement, en actualité, non, c'est vrai que là on va rentrer en phase hivernale, donc je vais être plus sur du land art. Là je vais faire des ateliers avec un organisme qui s'appelle Habitat et Humanisme qui accompagne des gens un petit peu qui ont un parcours difficile. Donc voilà, je vais les accompagner pour des carnets de voyage, donc durant pratiquement jusqu'à Noël. Voilà, autrement j'ai quelques prestations, mais plus avec des groupes. Voilà. Une retraite bien occupée. Toujours occupé, et puis toujours plein de projets, land art et tout. Bon voilà, après je m'adapte à la météo, c'est sûr, mais j'ai plein de projets, c'est sûr. Et si on boucle la boucle et qu'on revient à cette phrase qui a été canalisée pour toi, est-ce que tu penses à cette femme qui t'a dit de voir grand, enfin de faire du grand, est-ce que pour toi tu y es arrivé? Est-ce que c'est assez grand? Est-ce que tu penses aller plus grand? Après, j'en ai fait des très grands. Je me souviens d'un que j'avais fait, il devait faire à peu près 90 mètres de diamètre. Et là, ça peut pas sembler absurde pour certains. J'ai tourné en rond pendant 5 heures. Donc ça a été des cercles, que des cercles. Voilà. Donc pour arriver à 90 mètres de diamètre à peu près. Pour moi, donc c'était un dessin qui n'était pas complexe en lui-même parce que c'était que des cercles. Et c'était montré, pour moi, c'était comme une onde en fait. Voilà. Une onde d'amour. C'est à peu près le seul où je suis en photo dessus. Et quelque part aussi, bien souvent d'ailleurs, le commun des mortels a besoin d'ailleurs d'avoir il faut vraiment qu'on soit mis dans des cases. Donc très souvent les questions c'est combien de temps vous avez mis, quelle grandeur ça fait. Mais ça n'a pas d'importance ça, en fait, quelque part. C'est pas ce qui compte. Hein. Non, pour moi c'est vraiment pas l'essentiel. Hein. C'est ce que je dis, je sais à quelle heure il faut que j'arrive par rapport à la marée basse, après ça s'arrête quand c'est juste. Oui. Et puis de toute façon, en étant connecté à la nature, il n'y a pas besoin de montre, rien du tout. On sent les oiseaux qui arrivent, le bruit des vagues qui chantent, tout ça. Voilà. Mais donc la grandeur, peu importe en fait. Peu importe, ça n'a pas d'importance ça. C'est ce qu'on vit durant ce moment-là qui est important. Oh, merci Michel pour ta sagesse, ta générosité. Sagesse malgré toi, si. Je vous souhaite à tous de rencontrer Michel un jour. Et merci pour ton art que tu partages. On mettra donc les liens des réseaux et de ton site internet pour que les gens puissent en profiter. Que tu puisses partager encore un peu plus. Et puis, on vous donne rendez-vous au moins, si pas avant, mais au moins au Festival Bolo l'année prochaine. Ah oui. Et on va voir ce qu'on va vous préparer, ce que Michel va nous proposer. Mais ce sera beau et ce sera grand. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci Angéline pour cette belle mise en lumière. Merci à toi. Merci, grand plaisir.